Le silence régnait dans l'aile privée du 5e étage, un silence presque sacré, ponctué seulement par le bourdonnement régulier des machines et le souffle à peine perceptible d'un homme endormi depuis trop longtemps. Julien Morel, 35 ans, héritier d'un empire hôtelier fondé par ses grands-parents, était là, immobile, depuis 7 années. Son visage, parfaitement lisse malgré le passage du temps, était conservé avec un soin presque obsessionnel. Les murs couleur crème de la pièce ne laissaient rien transparaître de la vie qu'il avait menée, ni du mystère qui l'entourait. Les infirmiers entraient et sortaient à intervalles fixes, procédant aux soins routiniers, évitant tout commentaire. Personne ne parlait réellement de Julien. Même les médecins adoptaient une discrétion étrange, comme s'ils suivaient des consignes strictes. La famille Morel, influente et secrète, avait verrouillé toute communication autour de l'accident qui avait plongé leur cadet dans le coma. Aucune interview, aucun rapport officiel, juste quelques rumeurs dans la presse mondaine, vite étouffées. Officiellement un banal accident de voiture, officieusement un mystère entouré d'argent et de pouvoir. Ce même jour, à plusieurs étages plus bas, Élodie Martin franchit les portes vitrées du service des ressources humaines, valise en main. 26 ans, originaire de Marseille, elle venait de tout quitter pour recommencer à Paris. Sa mère, décédée 2 ans plus tôt, lui avait laissé une petite sœur à charge. Depuis, elle accumulait les heures de travail, les emplois précaires, les dettes. C'était sa dernière chance, un poste de nuit stable dans l'un des hôpitaux les plus luxueux de la capitale. Son profil avait été retenu pour sa discrétion, sa ténacité et son absence de lien parisien. Le chef du service la reçut rapidement, avec une voix lasse mais polie, et lui tendit un uniforme propre. On lui assigna le service privé du 5e étage. Des patients particuliers, Madame Martin. Il faudra faire preuve de réserve. Certains sont là depuis longtemps, d'autres sont très surveillés. Élodie acquiesça sans poser de questions. Elle savait garder les secrets des autres. Elle en portait elle-même trop pour juger qui que ce soit. Lorsqu'elle entra pour la première fois dans la chambre de Julien, ce fut comme franchir un seuil invisible. L'air y était plus froid. Le mobilier, raffiné et discret, témoignait d'un luxe silencieux. Pas un tableau personnel, pas une photo, rien qui humanisait la pièce, hormis ce corps allongé, pâle comme la lune, les mains croisées sur le drap blanc. Élodie s'approcha, vérifia les constantes, ajusta les perfusions. Elle récita les gestes appris, mais sentit une étrange pression au creux de la poitrine. Ce n'était pas de la peur ni de la compassion, c'était autre chose. Une impression de déjà-vu, comme si cette pièce avait rêvé d'elle avant même qu'elle n'y entre. Chaque nuit, Élodie reprenait son poste. Elle passait dans les chambres, donnait les médicaments, notait les observations. Mais toujours, elle revenait dans celle de Julien, avec quelques minutes de plus que les autres. Elle nettoyait les surfaces, observait les moindres détails. Il y avait une régularité dans son sommeil qui la troublait. Aucune crispation, aucun spasme, juste ce calme absolu, presque faux. Elle commença à parler à voix basse en le soignant. Rien de personnel, juste quelques phrases pour briser la solitude. Puis elle s'autorisait parfois une remarque sur la météo, une anecdote banale. Julien, bien sûr, ne répondait pas. Mais un soir, alors qu'elle s'apprêtait à sortir, elle crut voir ou imaginer un léger frémissement sur son visage. Un tic fugace près de l'œil gauche. Elle se figea, attendit. Mais rien ne se produisit. Un réflexe musculaire, probablement. Pourtant, quelque chose changea à partir de cette nuit-là. Élodie se sentit attirée par cette chambre comme par un aimant. Même lors de ses jours de repos, elle pensait à Julien, à cette sensation étrange qu'elle avait ressentie. Elle se surprit à relire ses notes, à chercher dans les archives de l'hôpital un détail, une information. Mais les dossiers médicaux de Julien étaient classés confidentiels, accès restreint. Elle en parla brièvement à une collègue qui haussa les épaules. « Il est là depuis si longtemps. On s'y habitue. Mais fais attention, certains disent que s'attacher à un patient dans le coma, c'est comme se noyer à petit feu. » Élodie répondit par un sourire vague, mais une certitude naissait en elle. Ce patient-là n'était pas comme les autres, et elle-même n'était pas venue ici par hasard. Dans les nuits qui suivirent, le silence de la chambre devint une présence tangible, un terrain d'écoute. Julien semblait attendre. Attendre quoi, elle ne le savait pas encore. Mais une chose était sûre, le véritable réveil de cette histoire n'avait pas encore commencé.
et Élodie, malgré elle, venait d'en devenir le catalyseur. La nuit s'étirait lentement dans le couloir paisible du 5e étage. Les pas feutrés d'Élodie résonnaient légèrement sur le carrelage poli, à peine couvert par le bruissement des rideaux ou le ronronnement des machines. C'était sa première nuit en poste dans l'aile privée. Elle avait pris soin de mémoriser chaque nom, chaque routine, chaque protocole, consciente que le moindre faux pas pourrait la faire renvoyer sans appel. Mais malgré toute sa prudence, son esprit revenait sans cesse vers une seule chambre, celle de Julien Morel. Elle entra comme la veille, avec douceur, refermant la porte derrière elle, comme on ferme un secret. Il était là, identique à la veille, immobile, les traits détendus. Elle approcha, observa les écrans, vérifia les constantes, ajusta la température ambiante, et puis, comme guidée par une impulsion invisible, elle s'assit sur la chaise au pied du lit. Elle resta là plusieurs minutes, sans rien faire, juste à l'observer. C'est alors que cela se produisit. En passant le chiffon sur la table de chevet, Élodie tourna la tête, et elle le vit. Ce n'était pas une illusion. Sous ses paupières fermées, les yeux de Julien s'étaient déplacés. Un mouvement subtil, presque imperceptible, mais réel. Elle retint son souffle. Attendue ou pas, cette réaction semblait différente. Pas un réflexe banal, pas un sursaut mécanique. Une tentative de contact. Elle se leva aussitôt et appuya sur l'interphone pour appeler le médecin de garde. Moins de 5 minutes plus tard, le docteur Renaud entrait, accompagné d'un interne. Élodie leur expliqua ce qu'elle avait vu. Ils inspectèrent Julien, firent quelques tests sommaires, consultèrent son dossier. Finalement, le médecin haussa les épaules. « Cela arrive, mademoiselle Martin. Certains patients dans le coma présentent des mouvements oculaires. Ce sont des réflexes, des réponses neurologiques sans conscience. Ce n'est pas forcément le signe d'un réveil. » Elle acquiesça en silence, même si quelque chose dans cette explication la laissa insatisfaite. Une intuition persistante lui soufflait que ce n'était pas une simple réaction involontaire. Julien avait réagi, à elle, à sa présence. Les nuits suivantes, Élodie revint, toujours plus attirée par cette chambre singulière. Elle s'installa plus souvent, parlait davantage, comme si le silence entre eux devenait un langage. Parfois, elle lisait à voix basse un article de journal ou une page d'un roman. Elle testait des mots, des phrases, des intonations, cherchant à provoquer une réponse, un signe. Et parfois, elle croyait le voir. Une contraction infime des lèvres, un léger changement dans le rythme respiratoire. Elle ne disait rien à personne. Cette conviction, elle préférait la garder pour elle, la nourrir en silence, loin des diagnostics et du scepticisme médical. Elle commença même à venir pendant ses jours de congé, prétendant avoir oublié quelque chose ou vouloir récupérer un objet. Elle passait quelques minutes dans la chambre, posait une main sur le drap, parlait doucement, et chaque fois, une étrange paix l'envahissait, comme si ce lien qu'elle tissait avec Julien devenait réel, tangible. Son intérêt pour Julien ne passait pas inaperçu. Une collègue, infirmière depuis 20 ans dans l'établissement, l'a pris à part un matin. « Tu sais, beaucoup de jeunes tombent dans ce piège. On pense qu'ils nous entendent, qu'ils nous voient. On projette nos désirs sur des corps silencieux. C'est humain, mais dangereux. Tu devrais garder tes distances. » Élodie remercia poliment, mais ne changea rien, car elle savait au fond d'elle que ce n'était pas une projection. Il y avait quelque chose dans cette chambre, quelque chose de vivant. Un soir, alors qu'elle rangeait un plateau vide dans le placard mural, elle sentit un courant d'air. Elle se retourna, intriguée. La fenêtre était fermée. Elle examina la pièce. Rien n'avait changé. Mais elle se rendit compte que, sans raison, tous les voyants sur les machines de Julien s'étaient légèrement accélérés. Son cœur battait un peu plus vite. Sa respiration était plus profonde. Elle observa les courbes défiler sur l'écran, fascinée. Elle s'approcha et murmura « Julien, est-ce que c'est toi? Est-ce que tu m'entends ?» Pas de réponse, mais le rythme cardiaque resta élevé pendant encore quelques secondes avant de revenir à la normale. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Élodie ne trouva pas le sommeil. Elle se tournait et se retournait, repensant à ce qu'elle avait vu. Ce n'était pas une coïncidence. Elle en était sûre. Elle se leva, prit son carnet de notes et commença à consigner tout ce qu'elle avait observé depuis son arrivée. Elle créa une colonne pour les mouvements, une autre pour les sons, une autre pour les constantes vitales.
Elle traçait un schéma, un motif, une preuve peut-être que quelque chose se réveillait lentement dans le silence. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que ces visites nocturnes, ces paroles murmurées dans l'obscurité, ne tombaient pas dans le vide. Elles laissaient une trace, une empreinte. Et dans l'esprit profond de Julien, quelque chose remuait, comme une voix venue de très loin perçant l'épaisseur du coma. Une voix douce, persistante, qui disait « Je suis là ». C'était une nuit de pluie battante, le genre de nuit où le monde semble suspendu sous une cloche d'eau et de vent. Les vitres du couloir vibraient à peine sous les rafales, mais dans la chambre de Julien Morel, rien ne bougeait. Élodie, fatiguée mais éveillée, avait terminé. Ça a tourné plus tôt que d'habitude. Elle décida de rester un peu plus longtemps près de lui. Ce n'était plus une habitude, c'était devenu une nécessité. Assise à son poste, elle balaya la pièce du regard, se demandant pour la 100e fois qui avait décoré cet espace si vide de vie. Pas une photo, pas une fleur fanée, pas même un livre de chevet, comme si l'on avait voulu effacer toute trace d'humanité. Ses yeux se posèrent sur une étagère basse, intégrée dans le mur près de la fenêtre. Elle ne l'avait jamais vraiment inspectée. En s'approchant pour épousseter les coins oubliés, elle sentit quelque chose bouger derrière une pile de vieux dossiers médicaux. Elle tira doucement l'objet, découvrant un cahier à couverture noire, épais, à l'ancienne. L'intérieur était rempli d'une écriture manuscrite, soignée mais nerveuse. Elle parcourut les premières pages, puis recula précipitamment. Ce qu'elle tenait entre ses mains n'était autre que le journal intime de Julien Morel, daté de quelques jours à peine avant son accident. Elle referma le cahier avec précaution, le glissa dans sa poche et retourna auprès de lui. Durant tout le reste de son service, elle ne put s'empêcher de jeter des coups d'œil à sa trouvaille, sentant une tension étrange monter en elle. Pourquoi ce journal avait-il été caché? Pourquoi personne ne l'avait trouvé en 7 années? Et surtout, pourquoi Julien avait-il tenu à le garder près de lui ici dans cette chambre? De retour chez elle au petit matin, Élodie attendit que sa sœur parte à l'école avant de s'installer dans la cuisine, journal ouvert. Elle lut les premières pages lentement. Julien y parlait de solitude, de la pression de la succession familiale, du poids des responsabilités. Il décrivait ses doutes, sa méfiance croissante envers son entourage, notamment envers certaines figures de la direction de l'entreprise. Il y avait là une lucidité troublante, une peur sourde, comme si Julien pressentait que quelque chose de grave allait arriver. Les jours suivants, elle poursuivit sa lecture. Chaque nuit, après ses soins, elle s'asseyait et lisait quelques lignes à voix basse, comme pour le ramener doucement à lui-même. Elle lui murmurait les mots qu'il avait autrefois couchés sur le papier, dans une tentative inconsciente de le reconnecter à sa propre mémoire. Julien, bien sûr, ne répondait pas. Mais parfois, il semblait que sa respiration s'accordait au rythme de sa voix, plus régulière, plus présente. Le ton du journal changea dans les dernières pages. Plus de doute, plus de colère. Julien y exprimait une certitude. Quelqu'un dans sa famille, ou très proche, cherchait à l'écarter. Il parlait d'un plan, d'un détournement d'argent massif, d'une réunion importante qu'il devait convoquer avec ses avocats et le conseil de gestion. Il soupçonnait que son accident ne serait peut-être pas un accident. Du tout, il écrivait « Si quelque chose m'arrive, ce ne sera pas la fatalité, ce sera un acte ». Élodie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ces mots, écrits peu avant qu'il ne sombre dans le coma, prenaient une résonance sinistre. Et elle comprit que ce qu'elle tenait n'était pas seulement un journal, mais un témoignage, une clé. Le lendemain soir, dans la chambre plongée, dans la pénombre, elle reprit sa lecture en murmurant. Julien, allongé comme toujours, semblait immobile. Mais lorsqu'elle s'arrêta, elle crut entendre un très léger souffle. Pas une respiration, non. Plutôt un soupir. Elle se pencha, scruta son visage. Rien. Pourtant, elle était sûre de ce qu'elle avait entendu. Elle reprit la lecture. « Je ne fais confiance à personne, sauf peut-être à moi-même. Et même là, j'ai des doutes. Si ce cahier est trouvé, qu'on sache ceci. Je n'ai pas fui. Je n'ai pas abandonné mes responsabilités. On m'a arrêté. » Élodie referma doucement le journal. Elle resta un long moment silencieuse, puis prit la main de Julien dans la sienne. « Je t'ai entendu, » murmura-t-elle. Et pour la première fois, elle sentit sous ses doigts un mouvement à peine perceptible. Un frémissement, comme une réponse. La chambre, toujours aussi calme,
baignait dans une semi-pénombre douce, rythmée par le clignotement régulier des appareils médicaux. Ce soir-là, un orage grondait au loin, apportant un fond sonore discret, comme un murmure du ciel, à l'unisson, avec ce que ressentait Élodie. Depuis qu'elle avait trouvé le journal, chaque nuit prenait un goût d'urgence silencieuse, une impression que chaque minute passée auprès de Julien comptait plus que jamais. Elle arriva plus tôt que d'habitude, prétextant une tâche à terminer. Mais la vérité était ailleurs. Elle ne parvenait plus à rester loin de cette chambre trop longtemps. Elle nettoya une nouvelle fois le même coin de table, réajusta. Un oreiller déjà en place vérifia une perfusion qui fonctionnait normalement. Puis, comme chaque nuit depuis une semaine, elle s'installa dans le fauteuil et sortit le journal. Mais ce soir, elle ne lut pas. Elle posa simplement sa main sur celle de Julien. Sa peau était tiède, vivante. Rien à voir avec la froideur que l'on imagine dans le coma. Elle observa ses doigts, ses ongles soignés, la courbe de ses phalanges. Elle se surprit à penser que cette main jadis avait peut-être signé des contrats qui valaient des millions, qu'elle avait sûrement effleuré des verres de cristal ou touché d'autres mains avec la même douceur. Une vie entière contenue dans cette paume immobile. Alors, sur un souffle, elle murmura « Julien, si tu m'entends, donne-moi un signe, n'importe quoi. » Elle attendit. Rien. Le silence reprit sa place, épais, implacable. Elle ouvrit lentement le journal, tourna les pages jusqu'à l'avant-dernier chapitre et commença à lire à haute voix. Sa voix était plus assurée désormais, presque intime. Elle ne lisait plus seulement pour lui, elle lisait avec lui. À mesure qu'elle avançait, l'atmosphère de la pièce changeait imperceptiblement, comme si le texte lui-même avait un poids, un écho. Puis, alors qu'elle prononçait une phrase écrite avec colère, « Ils croient que je suis aveugle, mais je les vois tous jouer leur rôle. » Elle sentit un mouvement, très léger. Elle regarda vers le lit, stupéfaite. Le petit doigt de Julien venait de bouger. Elle se leva d'un bond, le cœur battant. C'était infime, mais réel. Pas un spasme, pas un réflexe, un geste. Elle pressa le bouton d'appel. L'infirmière de garde arriva d'abord, puis un médecin, puis un autre. On alluma les lumières, on brancha des électrodes, on prit des notes, on ausculta. Rien d'anormal. Activité cérébrale stable, aucune modification notable. Ce n'est pas un réveil, conclut l'un des médecins, déjà prêt à passer à autre chose. Mais il a bougé, insista Élodie. Je l'ai vu. Les mouvements réflexes sont fréquents. Il ne faut pas vous accrocher à de faux espoirs. Les médecins partirent, laissant Élodie seule dans la lumière tamisée redevenue paisible. Elle s'approcha à nouveau, prit sa main, s'agenouilla, cette fois. Sa voix fut à peine un souffle. « Si tu me comprends, si tu sais que je suis là, tu bouges ton doigt encore une fois. » Pendant quelques secondes, il ne se passa rien. Puis tout doucement, lentement, le même petit doigt s'anima à nouveau. Élodie porta ses mains à sa bouche émue jusqu'aux larmes. Ce n'était plus un doute. C'était une certitude. Julien l'entendait. Elle passa le reste de la nuit à ses côtés, sa main dans la sienne, lisant des extraits du journal, posant parfois une question simple. Il ne répondait pas toujours, mais à 2 reprises, il réagit. Un battement de paupières, un soupir plus fort, un doigt qui se crispe. À l'aube, alors que le ciel gris de Paris se teignait d'orange pâle, elle s'approcha de lui et dit d'une voix calme « Je vais découvrir ce qu'il s'est vraiment passé, je te le promets. » Et pour la première fois, elle crut voir, sous les paupières fermées de Julien, une larme discrète. Depuis cette nuit où le doigt de Julien avait bougé en réponse à sa voix, Élodie ne voyait plus la chambre comme un simple espace clinique. Elle la considérait désormais comme une frontière poreuse entre le silence et la vérité, un lieu suspendu où quelque chose tentait désespérément de revenir à la lumière. Chaque fois qu'elle lisait un passage du journal, chaque mot semblait éveiller en Julien une parcelle de conscience, comme si les lignes écrites autrefois résonnaient au plus profond de lui. Les jours suivants, elle redoubla d'attention. Elle continua à lire doucement chaque nuit et remarqua que certaines phrases suscitaient plus de réactions que d'autres. Un frémissement des paupières, une variation dans la fréquence cardiaque, une tension soudaine dans la main. Elle décida donc de se concentrer sur les passages les plus troublants du journal. C'est là qu'elle découvrit la suite, une confession voilée, camouflée dans les dernières pages. Julien,
Il parlait d'un sentiment d'urgence, d'un danger imminent. Il évoquait des anomalies dans les comptes de ses hôtels, des chiffres qui ne correspondaient pas, des transferts d'argent vers des comptes offshore. Il avait commencé à soupçonner quelqu'un de très proche. Il ne nommait personne explicitement, mais laissait des indices, des initiales, des horaires de réunion, des allusions à des rendez-vous secrets. Quelqu'un que je croyais fidèle me ment. Je ne peux rien prouver pour l'instant, mais je sens que tout est orchestré. Je dois récupérer les enregistrements. Si je ne suis plus là pour les entendre, que quelqu'un d'autre les écoute à ma place. Élodie comprit qu'il parlait de preuves concrètes, peut-être encore accessibles. Mais il n'indiquait pas clairement où elles se trouvaient. Elle revint sur toutes les pages, cherchant un motif, une redondance, un indice oublié. Une adresse apparut à 2 reprises, une propriété dans le 14e arrondissement, aujourd'hui désaffectée, qui appartenait à la société Morel, mais n'était plus exploitée depuis des années. Il l'avait mentionnée comme la maison silencieuse. Elle nota l'adresse dans son carnet et lors de son prochain jour de congé, s'y rendit. L'endroit était enveloppé de poussière et d'oubli. Un petit immeuble en pierre, dont les fenêtres étaient barricadées. Elle réussit à entrer par une porte de service non verrouillée. L'intérieur était vide, mais intact. Des meubles couverts de draps, des lampes renversées, des documents épars. Elle fouilla pendant plus de 2 heures. Dans un placard, à double fond, elle trouva une boîte en métal contenant d'anciens registres et des photocopies de contrats. Aucun nom n'était rayé, mais certaines signatures différaient. Elle prit tout ce qu'elle pouvait et quitta les lieux en hâte, son cœur battant à tout rompre. De retour chez elle, elle analysa les documents. Ils confirmaient les soupçons de Julien. Des fonds transférés en silence vers des destinations exotiques, des mouvements internes déguisés et surtout des modifications de statut juridique suggérant qu'une main inconnue consolidait progressivement un contrôle total de l'entreprise en l'absence de Julien. Mais ce n'était pas suffisant. Il manquait la pièce maîtresse, celle qui reliait tout cela à une personne précise. Élodie retourna à l'hôpital avec ses copies cachées dans un carnet. Ce soir-là, elle lut à Julien un passage du journal évoquant le sentiment de trahison. « J'ai toujours cru qu'un lien de sang était indestructible, mais peut-être que les liens d'argent sont plus forts encore. » Alors qu'elle refermait le journal, Julien bougea à nouveau le doigt, cette fois plus fermement. Elle le regarda, les larmes aux yeux. « Tu veux que je continue ?» Une paupière trembla. Ce fut à cet instant qu'elle sut qu'il était temps de creuser plus loin encore. Elle ne pouvait plus se contenter de lire. Il fallait qu'elle enquête, discrètement, mais efficacement. Elle décida alors de consulter les registres publics liés aux propriétés Morel, aux dirigeants, aux modifications de pouvoir au sein de la société depuis 7 ans. Si Julien avait raison, les preuves ne seraient pas que dans ce journal. Elles se trouveraient aussi dans les traces laissées par ceux qui avaient tenté de prendre sa place. Et pour la première fois, elle sentit que, même dans le coma, Julien n'était pas seul dans sa lutte. Il avait trouvé en elle un relais. Le service de nuit s'annonçait comme les précédents, baigné d'un calme opaque, rythmé par les cliquetis des machines et les pas discrets dans les couloirs. Élodie, pourtant, ressentait une tension inhabituelle dès son arrivée. Un frisson d'alerte sans cause apparente. Ce n'était pas de la peur, mais une forme de vigilance instinctive, comme si quelque chose dans l'air annonçait une rupture dans la routine silencieuse de ses nuits. Lorsqu'elle monta au 5e étage, elle croisa 2 hommes en costume, sombres descendant l'escalier. Aucun badge médical, aucun uniforme. Ils portèrent le regard typique des gens qui n'ont pas l'habitude d'être contrariés. Elle les salua d'un simple hochement de tête, auquel ils ne répondirent même pas. Ce n'est que plus tard, alors qu'elle s'approchait de la chambre de Julien, qu'elle comprit. La porte, d'ordinaire fermée à clé, était entr'ouverte. Elle s'en approcha lentement, les sens en éveil et poussa la porte. À l'intérieur, debout au pied du lit de Julien, se tenait un homme grand, d'allure imposante, vêtu d'un costume gris anthracite impeccable. Il se retourna en entendant la porte, et leurs regards se croisèrent. « Vous êtes l'infirmière du soir, je présume. » Sa voix était calme, mais chaque mot semblait peser, comme une déclaration d'intention. Élodie acquiesça. « Je m'appelle Alain Morel, dit-il, le frère de Julien. » Elle resta silencieuse un instant, puis répondit poliment « Enchanté, monsieur Morel. » Il observa la pièce, puis se tourna à nouveau vers elle.
Je n'étais pas venu depuis longtemps. Cela fait toujours un choc, même après toutes ces années. » Elle hocha la tête sans rien ajouter. Alain s'approcha du lit, ajusta distraitement une couverture déjà bien en place, puis, sans la regarder, dit « On me dit que vous venez, souvent, même en dehors de vos heures, que vous passez beaucoup de temps ici. » Élodie sentit un frisson. Elle comprit que ce n'était pas une simple conversation. « Je fais mon travail, je veille à son confort, comme tout le monde ici, » répondit-elle calmement. Alain la fixa cette fois, un sourire fin aux lèvres. « C'est tout ce que vous faites, j'espère. Nous tenons à la discrétion dans cette aile. Ce n'est pas un patient comme les autres. Il représente bien plus que ce que vous pouvez imaginer. » Le ton n'était pas menaçant, mais il portait une note d'avertissement déguisée. Élodie soutint son regard. « Je le sais, monsieur. C'est pourquoi je prends ce rôle très au sérieux. » Il s'approcha d'elle, réduisant la distance à quelques pas seulement. « Restez dans votre rôle, mademoiselle Martin. C'est ce que je vous conseille. » Puis, sans un mot de plus, il quitta la chambre, laissant derrière lui une impression glaciale. Élodie resta figée quelques secondes, le cœur battant, avant de se tourner à nouveau vers Julien. « C'est lui, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « C'est de lui que tu parlais. » Elle s'assit et reprit le journal, relut les passages où Julien évoquait les transferts de pouvoir, les tensions internes, les soupçons. Tout semblait désormais pointer dans une direction claire. Alain. Il était celui qui avait pris les rênes de l'entreprise depuis l'accident. Celui qui apparaissait rarement en public, qui évitait les médias, mais qui tirait les ficelles. Élodie décida alors de faire ce qu'elle n'avait jamais fait, interroger les archives de l'hôpital. Grâce à un contact du service informatique, un ami de sa formation à Marseille, désormais employé à Paris, elle put accéder à certains logs internes. Elle découvrit que le jour de l'accident de Julien, Alain était venu à l'hôpital. Il avait demandé à consulter les premiers rapports médicaux avant même que la famille n'en soit officiellement informée. Il avait même signé un document autorisant un transfert d'éléments personnels hors de l'hôpital. Ce détail, passé inaperçu, prenait désormais un tout autre sens. Elle recopia le numéro du document et l'envoya à son contact, demandant une copie complète. Ce soir-là, en lisant ces informations à Julien, elle sentit pour la première fois une crispation prolongée dans sa main. Il la serra, faiblement mais distinctement. Elle porta cette main contre sa joue, les larmes os. « Chieux, je suis là, je te crois, et je vais t'aider. » Au fond d'elle, Élodie savait que le jeu avait changé. Alain avait compris qu'elle fouillait, et elle savait désormais à quel point cela pouvait être dangereux. Les nuits suivantes furent plus lourdes. Le silence dans la chambre de Julien ne semblait plus paisible, mais chargé d'une tension sourde. Élodie avait redoublé de prudence après l'apparition soudaine d'Alain. Chaque geste, chaque mot, chaque regard était désormais calculé, comme si elle évoluait sur une corde raide au-dessus d'un vide invisible. Mais elle n'abandonna pas. Au contraire, son instinct la poussait à aller plus loin. Elle décida de commencer à enregistrer ses conversations nocturnes avec Julien. Non pas pour prouver quoi que ce soit à quelqu'un d'autre, mais pour garder une trace, un fil, une mémoire de ce qu'elle vivait. Elle utilisait un petit enregistreur qu'elle gardait dans la poche de son uniforme. Chaque soir, elle l'allumait discrètement, posait l'appareil sur la table de chevet et parlait à Julien comme elle le faisait depuis le début. Calmement, avec une douceur croissante. Elle lisait toujours des extraits du journal, parfois des articles récents sur l'état de l'entreprise Morel, ou bien des souvenirs anodins de sa propre enfance à Marseille. Elle essayait de tisser un lien plus fort, un pont entre son monde et celui dans lequel Julien semblait prisonnier. Une nuit, après avoir quitté son service, elle rentra chez elle et, sur un coup de tête, décida d'écouter les enregistrements. Elle s'installa à la table de la cuisine, pendant que sa sœur dormait, casque sur les oreilles, et lança le fichier. Les premières minutes furent comme prévu. Sa voix douce, rassurante, entrecoupée de silence, le léger bourdonnement des machines. Puis, soudain, quelque chose, une perturbation, un souffle, presque imperceptible, qui ne venait pas d'elle. Elle rembobina, réécouta. Il y avait bien un bruit étrange, un murmure à peine audible. Elle augmenta le volume, tendit l'oreille. Un mot se détacha du souffle, étouffé, mais clair. « Attention !» Son cœur s'emballa. Elle relança le passage encore et encore. La voix était faible, altérée, mais c'était bien un mot, un avertissement. Le lendemain, elle apporta l'enregistreur à l'hôpital.
le fit écouter à un collègue de confiance, un technicien du service audiovisuel qui s'occupait parfois des patients en état végétatif. Il fit une analyse rapide, confirma qu'un son distinct s'y trouvait, sans pour autant garantir son origine. Ça peut venir d'un mouvement de gorge involontaire ou d'autre chose. Je ne peux pas certifier que c'est une voix humaine. Consciente, mais c'est intriguant. Pour Élodie, c'était suffisant. Elle savait ce qu'elle avait entendu. Julien essayait de communiquer. Et plus encore, il l'avertissait. Elle retourna auprès de lui ce soir-là avec une émotion nouvelle. Elle s'assit près de son lit, prit sa main dans la sienne et lui murmura « Je t'ai entendu. Je ne sais pas comment, mais je t'ai entendu. Tu essayes de me dire quelque chose. De me protéger ?» Aucune réponse visible, mais sa main resta tendue, chaude, vivante. Les jours suivants, elle reprit ses enregistrements avec plus d'attention. Chaque nouveau fichier était passé au crible chez elle, au calme. Elle nota d'autres sons, d'autres souffles, parfois des syllabes indéfinissables, parfois un nom toujours chuchoté dans un souffle à peine audible. Elle entendit Marion, finance, trahison. Elle comprit que Julien, même dans cet état, luttait pour transmettre ce qu'il savait, et qu'elle, seule, pouvait capter ses messages. Elle recommença à visiter discrètement d'autres lieux liés à la famille Morel, toujours selon les indices laissés dans le journal. Elle se rendit notamment à une maison secondaire au nord de Paris, dont Julien parlait comme d'un lieu de refuge. Là, elle ne trouva pas de documents, mais un tableau au mur portait une plaque gravée avec la devise familiale. « La vérité se tient dans le silence ». Cette phrase la frappa profondément. Elle la répéta à voix haute dans la chambre de Julien quelques jours plus tard, et au moment même où elle termina la phrase, le moniteur cardiaque afficha une élévation nette du rythme. Elle n'avait plus de doute. Il comprenait, et il luttait. Ce soir-là, avant de quitter la chambre, elle remit l'enregistreur en marche, s'approcha de Julien et lui murmura à l'oreille « Continue, parle, même si c'est dans le silence. Je t'écoute. » Le vent avait changé. Élodie le sentait dans chaque couloir de l'hôpital, dans les regards échangés entre les membres du personnel, dans les visites soudaines de personnages hauts, placés vêtus de tailleurs sombres et de cravates discrètes. L'atmosphère, autrefois simplement lourde, était désormais tendue, presque menaçante. Quelque chose se tramait, et elle en devinait l'ombre. Le nom d'Alain apparaissait de plus en plus dans les dossiers qu'elle consultait en cachette. Elle avait fini par découvrir qu'il avait entamé une procédure légale visant à déclarer Julien en incapacité définitive, s'appuyant sur 7 années de coma, l'absence de signes cliniques de réveil et le besoin urgent de redonner une direction claire au groupe Morel. Le document, transmis au tribunal de commerce de Paris, plaidait la nécessité de transfert total des actions et pouvoirs décisionnels aux frères aînés. Elle lut chaque ligne avec un mélange de colère et d'effroi. Julien était encore vivant, réactif, présent à sa manière. Et pourtant, son propre frère cherchait à le faire disparaître légalement pour s'assurer le contrôle absolu de leur héritage. Élodie tenta de s'exprimer auprès du conseil médical. Elle expliqua les réactions de Julien, les mouvements répétés, les enregistrements, les murmures. Mais on lui opposa des sourires compréhensifs et des regards lassés. Ce sont des impressions, des manifestations végétatives. Ce n'est pas suffisant. Elle ressortit de cette entrevue encore plus isolée, mais déterminée. Elle savait qu'elle n'avait plus le luxe d'attendre. Il fallait empêcher Alain d'accomplir son plan. Mais sans preuve, ces mots n'étaient que du vent. Alors, elle décida de frapper fort. Elle prépara un rapport détaillé avec tout ce qu'elle avait trouvé, les extraits du journal, les enregistrements audio, les copies des documents suspects. Elle tenta d'obtenir un rendez-vous avec l'avocat historique de la famille Morel, mais il refusa, évoquant un conflit d'intérêts. Même le médecin-chef évita poliment ses demandes. Acculée, elle choisit de se rendre à nouveau sur le terrain. Les indices laissés par Julien la ramenaient à une propriété abandonnée, dans les environs de Rambouillet. Elle l'avait visitée brièvement auparavant, mais cette fois, elle s'y rendit avec une intention précise, trouver une preuve irréfutable, quelque chose qu'Alain ne pourrait jamais nier. Elle explora la maison de fond en comble, fouilla chaque pièce, chaque recoin, jusqu'à ce qu'elle tombe sur une trappe dissimulée sous un vieux tapis dans une pièce à l'étage. En dessous, un petit espace de rangement, où elle découvrit une boîte en métal rouillé.
À l'intérieur, des papiers jaunis, mais aussi un objet bien plus précieux, une clé USB. De retour chez elle, elle inséra la clé dans son ordinateur. Ce qu'elle découvrit lui coupa le souffle. Des extraits bancaires montrant des transferts suspects, des emails entre Alain et des membres du conseil, discutant de neutraliser les obstacles et de préparer la prise de contrôle. Un message daté de 2 jours avant l'accident faisait mention explicite de la voiture de Julien et d'un rendez-vous à ne pas laisser aboutir. Élodie enregistra tout, fit des copies de sécurité et contacta un journaliste indépendant qu'elle connaissait de son ancien hôpital à Marseille. Il accepta de la rencontrer discrètement. Lorsqu'il vit les documents, son visage perdit toute couleur. « Si ce que vous dites est vrai, c'est un scandale monumental. » Mais Élodie n'avait plus d'illusions. Le temps pressait. Alain allait officialiser la procédure dans les jours à venir. Si elle ne faisait rien, Julien serait juridiquement éliminé de sa propre vie. Elle retourna à l'hôpital le cœur en feu. Ce soir-là, elle ne parla pas, ne lut pas. Elle s'assit simplement à côté de Julien, serra sa main et resta ainsi de longues minutes. Puis elle souffla doucement. « Je sais tout maintenant, et je vais tout faire pour que la vérité éclate, même si je dois me brûler les ailes. » Élodie ne dormait plus. Depuis qu'elle avait découvert le contenu de la clé USB, ses nuits étaient devenues une succession de veilles tendues, d'appels discrets, de recherches frénétiques sur l'ordinateur. Elle savait que ce qu'elle détenait allait bien, au-delà d'un simple conflit familial. C'était une trahison à grande échelle, un crime camouflé sous des couches de légalité, de silence et de pouvoir. Mais la peur s'invitait désormais dans son quotidien. Elle remarqua une voiture garée près de chez elle plusieurs nuits de suite. Elle entendit des bruits de pas dans l'escalier de son immeuble, trop léger pour être innocent. Quelqu'un l'avait remarqué. Quelqu'un savait qu'elle possédait des éléments compromettants. Elle en parla brièvement au journaliste rencontré quelques jours plus tôt, qui lui conseilla de mettre toutes les données sur un cloud sécurisé, de préparer un dossier à remettre aux autorités et surtout de ne jamais rester seule. Mais elle n'avait pas le choix. Julien comptait sur elle, et chaque nuit où elle le retrouvait dans cette chambre silencieuse, il semblait un peu plus éveillé. Un doigt qui serre, une paupière qui frissonne, une respiration qui change de rythme à l'évocation de certains noms, certaines phrases. Elle comprit que la clé USB n'était qu'un fragment du puzzle. Le journal parlait encore d'un autre lieu plus ancien, plus intime, un chalet dans les Alpes, propriété secondaire rarement utilisée, où Julien se rendait souvent pour réfléchir. Elle se rappela d'un passage écrit en lettres majuscules dans le journal. « Si tu cherches la vérité, commence par là où je me suis senti libre. » Elle prit un jour de congé, prétexta une visite familiale et se rendit seule au chalet. La route était longue, sinueuse, mais elle atteignit la maison en fin d'après-midi. Le lieu était intact, préservé par les années, comme figé dans le temps. Dans le salon, une bibliothèque attirait son regard. Elle la parcourut du bout des doigts, jusqu'à ce que son regard tombe sur un ouvrage sans titre, au dos usé. Elle le tira doucement et entendit un déclic. Une trappe s'ouvrit sous l'étagère, révélant une cavité étroite contenant une boîte en bois. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, un second disque dur, des impressions papier et un vieux téléphone à clapet. Le disque contenait des vidéos, des réunions filmées en secret, où Alain évoquait des ajustements stratégiques, des liquidations nécessaires, des accidents évitables. Les documents papier, eux, retraçaient des conversations internes, des mails cryptés, des tableaux de transfert. Le téléphone contenait un seul enregistrement audio, daté de la veille de l'accident de Julien. La voix était la sienne. Il parlait rapidement, comme s'il savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps. « Si quelqu'un trouve ceci, c'est que je n'ai pas pu empêcher ce qu'il prépare. Alain est au centre de tout. Il a manipulé les comptes. Il a menti au conseil. Il veut me faire taire. Et si je disparais, ne croyez pas que c'est un hasard. » Élodie écouta l'enregistrement des dizaines de fois. Sa voix tremblait, mais son message était clair. Il savait. Et il avait tout fait pour laisser des traces. Elle quitta le chalet à la nuit tombée, les mains tremblantes. Elle envoya les fichiers aux journalistes, en sauvegarda plusieurs copies dans des serveurs anonymes, puis retourna à Paris le cœur lourd mais plus déterminé que jamais. Le lendemain soir, elle s'assit près de Julien, prit sa main et lui dit « Je t'ai entendu. J'ai trouvé tout ce que tu as laissé.
Et maintenant, je vais parler. Je vais dire ton nom devant ceux qui ont voulu l'effacer. » À ces mots, Julien ouvrit légèrement les yeux. Pas un clignement de réflexe, un geste volontaire, lent, fragile mais clair. Il était de retour. La chambre semblait différente ce soir-là, plus lumineuse, bien que les lumières soient les mêmes, plus chaude, bien que la température soit contrôlée à l'identique depuis des années. Pour Élodie, ce n'était pas un changement mesurable. C'était une sensation, un pressentiment viscéral. Quelque chose allait se passer. Elle était, arrivée plus tôt, prévenue discrètement par un employé du service administratif, Alain Morel avait prévu de signer les documents de transfert de pouvoir le lendemain matin. Cela deviendrait alors officiel. Julien serait déclaré incapable et l'ensemble de ses parts, de son héritage, de sa voix, serait remis entre les mains de son frère. Définitivement. Élodie n'avait plus d'alternative. Les preuves qu'elle avait accumulées étaient prêtes. Elle les avait confiées à son contact journaliste, mais aussi à un avocat indépendant. Si quelque chose lui arrivait, le tout serait rendu public. Elle n'avait plus peur. Ce soir, elle n'était plus seulement une infirmière. Elle était le pont entre la vérité et le monde. Et Julien était plus que jamais présent. En entrant dans la chambre, elle le vit. Pas immobile comme d'habitude, pas totalement. Il avait la tête légèrement tournée, la main reposée sur le drap, paume vers le haut. Elle s'approcha, le cœur battant à rompre sa cage thoracique, et posa sa main sur la sienne. « Julien, c'est ce soir. » Elle sortit le journal de sa poche. Il était usé, corné, parcouru de notes. Elle l'ouvrit à la dernière page, là où ses mots s'arrêtaient brusquement. Elle respira profondément et commença à lire à voix haute. Elle connaissait ce passage par cœur, mais ce soir, les mots prenaient une densité nouvelle. « Je n'ai pas peur de la vérité. J'ai peur de l'oubli. Si on m'efface, alors ce ne sera pas ma mort, ce sera leur victoire. » À peine avait-elle fini de prononcer la dernière phrase que les lumières de la chambre vacillèrent. Un frisson électrique parcourut la pièce. Élodie se redressa, le regard fixé sur le visage de Julien. Ses paupières bougèrent, 7 fois sans ambiguïté. Lentement, puis elles s'ouvrirent. Ses yeux, clairs comme une mer d'hiver, fixèrent le plafond quelques secondes, puis tournèrent vers elle. « Julien, tu es là ?» chuchota-t-elle. Ses lèvres bougèrent, esquissant un mot inaudible. Elle s'approcha, presque collée à son visage. Il tenta à nouveau de parler, et cette fois, elle entendit « Élodie ». Une larme roula sur sa joue. Elle appuya immédiatement sur le bouton d'appel. Le chaos s'ensuivit. Médecins, infirmiers, assistants. La chambre fut envahie en quelques minutes. Les constantes, les réflexes, la dilatation des pupilles, tout fut testé. Mais au milieu de cette agitation, une seule chose importait. Julien était réveillé. Il ne pouvait pas encore parler clairement. Son corps était faible, engourdi par les années. Mais il était là, présent. Son regard fixait les gens, suivait les mouvements. Il réagissait. Le docteur Renaud, bouche bée, murmura presque pour lui-même. « C'est un miracle. » Élodie resta dans un coin de la pièce, les mains tremblantes, retenant un sanglot. Lorsqu'enfin le calme revint, le médecin l'autorisa à rester quelques instants seule avec lui. Elle s'approcha du lit, le regarda avec douceur. « Tu t'es battu, tu es revenu. » Julien esquissa un sourire, faible mais réel. Elle serra sa main. « Demain, ils allaient te voler, te faire disparaître juridiquement. Mais maintenant, tu peux parler. Et je vais t'aider à raconter tout ce que tu sais. » Il cligna lentement des yeux 2 fois, une confirmation silencieuse. Cette nuit-là, dans tout l'hôpital, une seule nouvelle circula. L'homme que tout le monde croyait perdu venait de se réveiller. Mais dans l'ombre, d'autres oreilles écoutaient aussi. Et pour Alain Morel, l'heure de vérité approchait. Une semaine s'était écoulée depuis le réveil de Julien. 7 jours d'agitation intense au sein de l'hôpital, de déclarations médicales contradictoires, de visites contrôlées, d'examens, d'évaluations neurologiques. Les médecins, bien que surpris, durent se rendre à l'évidence. Julien Morel, l'homme que l'on croyait perdu dans un coma irréversible, était désormais conscient. Faible, certes, lent à répondre, parfois confus, mais présent, vivant. Élodie avait été autorisée à rester auprès de lui pendant toute la période de réadaptation initiale. Elle l'aidait à reformuler ses phrases, à retrouver ses repères, à redécouvrir l'usage de ses mains,
de sa voix. Chaque mot qu'il articulait était un pas vers le monde réel. Chaque regard échangé était une victoire sur le silence. Mais au-delà de l'émotion, une échéance pesait sur eux, l'audience du conseil d'administration du groupe Morel. Prévue depuis des mois, elle devait initialement sceller la passation de pouvoir définitive à Alain sur base d'un certificat d'incapacité. La convocation envoyée à tous les actionnaires et membres du conseil n'avait pas encore été annulée, et Julien, désormais éveillé, demanda à y assister. Ce fut une décision controversée. Les avocats d'Alain tentèrent de l'empêcher, évoquant la fragilité de son état. Mais le médecin-chef, après concertation et pressions internes, notamment grâce aux interventions médiatiques discrètes d'un certain journaliste, valida la présence de Julien, à condition qu'il soit accompagné d'un représentant médical. Le jour de l'audience, l'ambiance au siège de la société Morel était glaciale. Des journalistes attendaient à distance, flairant le scandale. Dans la salle du conseil, vaste et boisée, les membres du directoire prenaient place autour d'une longue table ovale. Alain, impeccable comme toujours, affichait un calme calculé, mais ses yeux trahissaient une crispation nouvelle. Julien entra, soutenu par Élodie et un médecin. Il portait un costume simple, trop grand pour son corps amaigri, mais dans son regard brillait une détermination intacte. Un silence total s'installa dans la pièce. Certains directeurs murmurèrent, entre eux stupéfaits. Le président du conseil ouvrit la séance, un ton plus bas que d'habitude. Alain prit la parole en premier, récitant son argumentaire prévu depuis des mois. La gestion du groupe, la stabilité nécessaire, l'incapacité prolongée de son frère, les risques pour les actionnaires. Puis le président se tourna vers Julien. « Monsieur Morel, avez-vous quelque chose à déclarer ?» Julien respira lentement. Sa voix, encore faible, résonna pourtant dans la pièce avec une intensité remarquable. « J'ai été victime, non d'un accident, mais d'un sabotage. » Un murmure parcourut la salle. « Pendant 7 ans, mon corps dormait, mais ma conscience, elle entendait. Et aujourd'hui, je suis revenu, pour dire la vérité. » Il présenta les preuves collectées par Élodie, les emails, les extraits bancaires, l'enregistrement, de la veille de l'accident. L'avocat d'Alain tenta de contester l'authenticité, mais un expert en cybersécurité, mandaté par le journaliste et présent dans la salle, confirma publiquement l'origine des données. Chaque élément était vérifiable. Chaque document correspondait à des archives conservées par des sources indépendantes. Alors, Julien se tourna vers son frère. « Tu m'as trahi, Alain. Tu as voulu me faire disparaître pour prendre ce que notre père avait construit. Tu as trahi notre famille, nos employés, nos partenaires. Mais surtout, tu as oublié une chose. La vérité ne meurt jamais. » Alain, blême, tenta de se défendre. Parla de malentendus, de mesures, d'urgence. Mais plus personne ne l'écoutait. Le conseil suspendit la séance. Une commission d'enquête fut immédiatement ouverte. Alain fut écarté provisoirement de toutes ses fonctions. Ses comptes bloqués en attendant la vérification complète des faits. Dans les heures qui suivirent, la presse s'empara de l'affaire. « L'héritier éveillé dénonce un complot. Familial », titra Le Monde. D'autres journaux parlèrent de miracles, de trahison, de résurrection économique et humaine. Julien, affaibli mais libre, remercia Élodie devant tous les membres du conseil. « Tu es ma voix », quand la mienne avait disparu. Elle, les larmes aux yeux, se contenta de lui serrer la main. La vérité était dite. Le silence, enfin, avait parlé. Le tumulte médiatique ne s'apaisa pas rapidement. Pendant plusieurs semaines, les chaînes d'information et les journaux traitèrent l'affaire Morel comme un feuilleton national. Un héritier ressuscité, un frère déchu, une entreprise sauvée de justesse, mais au-delà des gros titres et des photos diffusées sans relâche, la vie d'Élodie avait basculé dans une autre réalité, bien plus intime et silencieuse. Après l'audience, Julien choisit de se retirer temporairement de la direction du groupe. Il avait besoin de se reconstruire physiquement et mentalement. Son corps portait les traces de 7 années de coma, des muscles affaiblis, une mémoire parfois brumeuse, une fatigue persistante. Mais sa volonté était intacte. Et surtout, il voulait redécouvrir le monde par ses propres pas. C'est dans ce contexte qu'il fit une proposition inattendue à Élodie. Devenir sa conseillère personnelle. Non pas une secrétaire, ni une assistante, mais une confidente officielle. Quelqu'un de confiance, capable de l'aider à trier,
les vérités des manipulations, les souvenirs sincères des illusions fabriquées. Quelqu'un qui l'avait accompagné dans le silence, quand personne d'autre ne croyait en lui. Elle fut prise de court. Son instinct, d'abord, lui souffla de refuser. Ce n'était pas sa place. Elle était infirmière, une femme de terrain, pas une pièce dans les jeux de pouvoir d'une entreprise internationale. Mais Julien insista, avec douceur mais fermeté. Il ne voulait personne d'autre. Et il lui fit une promesse. Elle pourrait continuer ses études en parallèle, suivre sa spécialisation en soins palliatifs et garder son indépendance. « Tu n'as pas changé ma vie, Élodie, tu me l'as rendue. » Elle accepta, à condition que le poste soit temporaire. « Je veux terminer ce que j'ai commencé. Je veux devenir infirmière jusqu'au bout. » Julien sourit. « Alors tu seras les deux, l'âme d'un soin et l'esprit d'un combat. » Ils aménagèrent un espace dans la résidence secondaire de la famille, à l'abri des caméras et des curieux. Julien y poursuivait sa rééducation avec un kinésithérapeute spécialisé, et Élodie gérait avec lui les rendez-vous, les courriers, les réponses aux journalistes, les premières décisions à distance concernant le nettoyage des anciennes équipes dirigeantes. Mais au fil des jours, la distance entre eux changea de nature. Ce qui avait commencé par une alliance de survie devint une complicité sereine. Ils partageaient les repas, les lectures, les souvenirs de Marseille ou de New York. Julien s'étonnait encore de pouvoir s'exprimer librement, sans jeu de rôle ni faux semblant. Élodie, elle, découvrait qu'elle pouvait parler sans se justifier, qu'elle pouvait exister sans devoir se battre à chaque instant. Elle lui parla de sa sœur, de leurs difficultés, de leurs souvenirs d'enfance. Julien écoutait avec un silence précieux, celui de quelqu'un qui avait appris à chérir la parole des autres. Il lui parla de son père, de ses voyages, de la solitude de l'héritage, de son rêve brisé de tout changer un jour. « Et si tu pouvais repartir à zéro ?» demanda-t-elle un soir. Il répondit sans hésiter. « Je le ferai avec toi à mes côtés. » Aucune déclaration, aucun geste déplacé. Ce n'était pas une histoire d'amour romancée. C'était un lien tissé dans le réel, dans l'effort partagé, dans le respect absolu du chemin de l'autre. Un matin, en préparant du café, Julien lui tendit un dossier. « Ce sont les nouveaux statuts du groupe. Je veux y inscrire un programme d'aide aux jeunes soignants. Bourse, logement, stage dans nos établissements. » Elle lut en silence. « Tu veux changer le système de l'intérieur ? Je veux que d'autres Élodies aient une chance. » Elle leva les yeux vers lui, émue, et comprit que la boucle était en train de se refermer. Elle n'avait pas seulement réveillé un homme. Elle avait ouvert une voie, et cette voie désormais leur appartenait. Les semaines devinrent des mois. Le tumulte s'était dissipé, remplacé par un quotidien plus silencieux, presque paisible. Julien, désormais capable de marcher sans assistance, redécouvrait la vie au rythme de ses propres pas. Il avançait lentement, certes, mais chaque pas était une victoire, une conquête sur les années volées, sur le silence, sur la trahison. Et toujours, Élodie marchait à ses côtés. Ils avaient quitté Paris pour quelques jours, à l'invitation de Julien. Destination: Marseille. Le TGV longeait la mer, et par la fenêtre, Élodie revoyait les paysages de son enfance. Julien, assis près d'elle, observait avec la curiosité tranquille de celui qui renaît au monde. Il lui avait demandé, quelques jours plus tôt, s'il pouvait rencontrer sa sœur. « Tu as veillé sur moi pendant si longtemps. J'aimerais voir d'où vient cette force. » À leur arrivée, elles les attendèrent sur le quai. Camille, la petite sœur, 13 ans, timide mais vive, et leur tante, chez qui elle vivait depuis peu. Julien, malgré sa fatigue, descendit sans aide. Camille le regarda avec admiration, comme on observe un héros de roman devenu réel. Ils passèrent 2 jours dans la ville. Julien visita le vieux port, goûta à la bouillabaisse, monta jusqu'à Notre-Dame de la Garde. Il riait peu, mais chaque sourire qu'il adressait à Élodie contenait plus de reconnaissance que 1000 discours. Elle, de son côté, retrouvait une version d'elle-même qu'elle croyait perdue, plus légère, plus ouverte, capable à nouveau de respirer sans crainte. Le dernier soir, ils s'installèrent sur un promontoire face à la mer. Le ciel était clair, et les lumières de la ville brillaient derrière eux. Camille était partie dormir. Ils restaient là silencieux côte à côte. Julien tourna lentement la tête vers elle. « Tu sais, parfois je me demande si tout ce qu'on a vécu, si tout ce que tu as fait, a vraiment commencé quand tu as trouvé le journal. » Élodie le regarda. «
Tu crois que c'était avant ça ?» Il hocha lentement la tête. « Je crois que tout a commencé bien avant. Peut-être la toute première nuit, quand tu as pris ma main. » Un silence doux les enveloppa. Elle se souvenait de ce moment, de ce geste banal, presque mécanique, qu'elle avait accompli sans y penser, mais qui, rétrospectivement, semblait avoir tout changé. « Et si c'était vrai ?» dit-elle doucement. « Et si tout avait commencé par un simple toucher ?» Julien ferma les yeux un instant. Puis en les rouvrant, il répondit « Alors je suis content d'avoir dormi 7 ans, parce qu'il a fallu ce sommeil-là pour que ce soit ta main qui me réveille. » Il prit doucement la sienne, comme pour sceller un pacte silencieux. Face à l'horizon, ils restèrent là un long moment. Ni patient, ni infirmière, ni héritier déchu, ni soignante discrète. Juste deux êtres qui s'étaient trouvés dans l'endroit le plus improbable, entre le sommeil profond et le murmure d'un monde qu'on croyait figé. Et quelque part, dans ce lien né d'un silence, d'un souffle, d'un geste simple, se trouvait la réponse à toutes les questions. Et si tout avait commencé par un toucher ?